On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, un des points forts qu'on pouvait retenir de la rencontre Poutine-Trump, c'était le fait qu'une rencontre tripartite avec et l'Ukraine et la Russie assis à une même table semblait possible. Là, le problème, c'est que plus ça avance, plus la Russie est comme « Ah, on pourrait le faire, mais à Moscou, ouais, pas vraiment, peut-être pas. » Finalement, c'est plus flou qu'on pensait, cette semi-promesse-là. C'est ce qu'on disait, hein. Il y a des gens qui trouvaient que j'étais un brin pessimiste en disant, ben, ça a avancé. Donald Trump a pris les devants, il tente de rapprocher les partis. Je disais, oui, mais c'est très complexe. C'est très complexe et est-ce qu'on peut négocier de bonne foi avec Vladimir Poutine? Ça, c'est la grande question, de toute manière, dès le départ. Puis de l'autre, on reconnaît des traits ou des habitudes des Russes. Donc, je pense, entre autres, au responsable des affaires étrangères, M. Lavrov, à Vladimir Poutine. On gagne du temps continuellement quand on en a besoin et on ne cède pas grand-chose. Donc, ou presque rien. Dans ce cas-ci, rien. Et c'est dans les réponses, justement, le peu d'informations qui a émané de la Russie au sujet d'un sommet, ça va pas dans le sens espéré. Ou en tout cas, on se fait tirer l'oreille, on se laisse désirer. Et j'ai pensé qu'on réussirait peut-être à court terme à asseoir Vladimir Poutine et Zelensky. Maintenant, je pense que la déclaration la plus importante là-dedans, il y a eu celle, bien sûr, on devrait faire ça chez nous, on devrait faire ça à Moscou si on est Vladimir Poutine. Pas certain que si je suis Zelensky, en fait, je suis certain, je veux pas me présenter là. L'autre chose, c'est Sergueï Lavrov qui l'a mentionné en disant, vous savez, c'est très, très complexe ce genre de rencontre, puis il faudrait que ce soit préparé dans le menu détail. En termes clairs, traduits en français directement, vous allez attendre encore un bon bout de temps avant que ça se produise. Donc, on verra. Donald Trump a cette critique depuis qu'il est revenu au pouvoir. On l'entendait déjà dans le premier mandat, mais on dit, puis on résume, c'est très dur parfois, mais il mange dans la main de Vladimir Poutine. Il a de la difficulté quand il rencontre Vladimir Poutine à imposer ses idées ou encore à faire planer des menaces bien réelles en disant, si vous ne bougez pas, voici ce qui arrive. Donc, il a haussé le ton à 2 reprises à partir de la Maison-Blanche, mais quand il a rencontré Poutine, ça ne s'est jamais produit encore. Et c'est une des choses qu'on craignait du sommet de l'Alaska, il y a peu de détails. On a l'impression que Donald Trump n'a pas abandonné, mais il n'a rien imposé ou il n'a rien suggéré comme contrainte là, pour mettre de la pression un petit peu sur Vladimir Poutine. Et du côté de Vladimir Poutine, ben, c'est le traditionnel on ne s'engage à rien. Puis si jamais on s'entend, on va s'entendre à nos conditions. Donc, on en est là ce matin et c'est pour tous ceux qui espèrent, et j'en fais partie, qui ne veut pas que ça se règle, mais est-ce que ça peut se régler à n'importe quel prix? C'est-à-dire, on cède tout à la Russie, l'Ukraine, les Européens rentreraient chez eux en ayant obtenu absolument rien comme garantie ou comme concession de la part de Poutine. Ça, c'est pas une négociation, c'est presque une prise d'otage rendue là. Donc, voilà, j'espère qu'on aura d'autres rebondissements, qu'ils seront plus positifs, mais jusqu'à maintenant, ce qu'on entend de la Russie, ça permet pas d'être optimiste. Non, puis surtout quand tu dis que Donald Trump mange dans la main de Vladimir Poutine, on en a un exemple qui est super probant là, dans mon livre à moi. C'est que là, une des lubies de Trump est revenue de l'avant, là, celle de s'attaquer au vote par correspondance, qui serait, selon lui, là, l'endroit où la corruption puis le mensonge là, foisonnent. Le problème, c'est qu'il est allé en entrevue dire que Vladimir Poutine lui avait parlé de ce vote par correspondance puis qu'il disait « Ouais, il y a bien de la fraude, bien de la triche là-dedans ». Je m'excuse, si le leader d'un pays presque littéralement ennemi vient me dire des affaires sur mon propre pays, puis qu'on sait que les Russes ont une stratégie de déstabilisation des États-Unis bien ancrée, mais mon Dieu, je vais tout faire sauf le croire. Et pourtant, dès qu'il revient de la rencontre, il est là-dessus. Et l'autre chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pour Donald Trump, devrait le mieux incarner ce que n'est pas la démocratie? Parce que on dit que M. Poutine est là par le résultat d'élections. Je suis pas certain que je voudrais qu'on vote au Canada ou au Québec comme on le fait. Voilà, merci pour les guillemets. Donc, je suis pas certain que je voudrais qu'on vote ici. En fait, je suis certain
que je ne voudrais pas qu'on vote au Canada et au Québec comme on vote en Russie. Donc, c'est un meneur autoritaire. Et c'est exactement le modèle qu'il envoie à Donald Trump. Et le vote par correspondance, ça aussi, hein, je dis souvent, on teste la loi et les tribunaux, la Constitution, plus souvent qu'à peu près à n'importe quelle autre période de l'histoire américaine. Moi, ce que j'ai hâte de voir déjà pour les élections de mi-mandat, c'est est-ce qu'on va avoir l'impression qu'elles ont été honnêtes, transparentes? Est-ce qu'on a respecté les règles du jeu? Parce que le vote par correspondance, c'est clair que Donald Trump, quand il dit, par exemple, je ne veux pas, je vais signer un décret pour pas qu'il y ait de vote par correspondance, il n'y a rien de plus anti-américain que ça, parce que ce pouvoir-là d'organiser les élections, c'est un pouvoir qui est dévolu aux États, c'est très clair. Puis souvent, c'est une chose hein, qui est difficile à expliquer quand on fait une chronique sur les élections aux États-Unis, c'est que nous, au Canada, on vote de la même façon partout. Coast to coast, hein, d'un océan à l'autre, on vote de la même manière. C'est pas le cas aux États-Unis. Il y a potentiellement 50 façons de voter différentes. Parce que quand on a fait la Constitution, on l'a décentralisée et les États ont le pouvoir d'organiser les élections fédérales. Donc, si jamais Donald Trump utilisait ce prétexte-là pour dire, écoutez, vous ne me respectez pas, moi je pense qu'il y a une question de sécurité, d'enjeu national. On sait ce que fait Donald Trump quand il parle de sécurité nationale, hein, c'est l'armée. Il le fait à Washington, il le fait à Los Angeles, il le fait en Californie. Donc, moi, je pense que c'est direct devant les tribunaux qu'on doit porter ça. Puis, Trump va perdre. C'est très clair. Je vois pas comment il peut obtenir gain de cause là-dedans. Puis ensuite, ben, ce qui est intéressant, mais inquiétant, c'est est-ce qu'il va se soumettre, est-ce qu'il va accepter d'être bloqué par les tribunaux. Donc, on est de retour encore à ça. Et c'est pas pour rien qu'il y a des affinités avec Poutine, ou qu'il y en avait même avec Xi Jinping, ou qu'il y en avait avec Kim Jong-un. Ces gens-là, pour lui, sont des leaders forts. Ils sont capables d'aller de l'avant, ils sont capables d'imposer leur agenda. Oui, mais il n'y a pas de séparation de pouvoir, hein. Il n'y a pas de limite à ce pouvoir-là. M. Trump, c'est embarrassant, la démocratie, hein, parce qu'il y a des freins prévus, puis il y en a beaucoup aux États-Unis. Est-ce qu'on va les respecter? C'est le dossier, je pense, le plus chaud d'ici aux élections de mi-mandat parce que ça touche ou ça rejoint tous les autres sujets. Oh, on m'annonce à l'instant à l'oreille, Luc, que le juge qui va juger cette cause-là va être un juge biaisé, nommé par les démocrates, pas gentil, qui se met en obstruction de... Non, regarde, on voit déjà venir le film là, qui s'en vient dans ce dossier-là, puis voilà. C'est certain que c'est rien de réjouissant. Et Luc, en terminant, il faut qu'on se parle de ce qui se passe au Texas, hein, la saga du gerrymandering, comme on dit en anglais, le redécoupage électoral. Les élus démocrates ont été rapatriés, là, sont au Texas pour voter, mais c'est pas la fin des contestations, là. Non, voilà, puis écoute, c'est bien pour bien montrer, quand je dis j'ai des inquiétudes pour la démocratie puis la tension qui monte régulièrement, on prévoit pas le pire, mais c'est important d'en parler, de couvrir ça. Ce sont autant de petites manifestations de dérive autoritaire. Les démocrates, donc, sont revenus au Texas. Ils avaient quitté l'État pour éviter de se présenter pour un vote sur le gerrymandering. Donc là, ils reviennent au travail. La réaction des républicains quand on les accueille, c'est de dire, ben, quand vous allez quitter les délibérations aujourd'hui, ça c'était avant-hier, quand vous allez quitter les délibérations aujourd'hui, vous allez quitter accompagné par des forces de l'ordre parce qu'on veut vous suivre, on veut pas que vous repartiez encore, on veut s'assurer que vous veniez voter. Donc, les élus démocrates sont repartis accompagnés par la police, sous surveillance, pour être certains qu'ils se présentent au travail. Et il y a une élue qui a décidé, elle, d'en faire, une élue démocrate, qui a dit, non, moi, c'est assez. C'est pas vrai que je vais céder aux républicains tout le temps. C'est pas vrai qu'on va m'imposer une escorte policière ou une surveillance pour entrer à la maison. Et ce qu'elle a fait, ça a attiré l'attention des médias, c'est elle a littéralement couché sur le plancher de la Chambre des représentants. Donc, elle est restée 24 heures sur 24 à la Chambre en disant on va passer le message aux gens que ça n'a absolument aucun sens. Et pendant ce temps-là, Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, reçoit, lui, énormément d'appui parce qu'il dit, si vous allez de l'avant avec le redécoupage partisan de la carte, nous, on fait la même chose. Puis on va répondre siège pour siège. Et on aurait pu s'inquiéter parce que lui aussi, quand il fait ça, donc, dénature le système hein, en changeant les circonscriptions à des fins partisanes, bien, il y a de très, très gros appuis pour Gavin Newsom, qui est en train d'ailleurs sur les réseaux sociaux de répondre à Trump comme Donald Trump répond aux gens. Et ça suscite... c'est absolument fou. Je peux pas m'empêcher d'être
triste d'un côté en disant c'est l'état de la politique américaine en 2025. Mais il est en train de montrer aux gens, si vous trouvez que ce que je réponds est fou, c'est parce que le gars à qui je réponds fait ça depuis 2017. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures là-dedans. Ben oui, puis surtout qu'on a vu des animateurs, animatrices de Fox News réagir en disant c'est indigne d'une fonction comme celle de gouvernement de la Californie. Me niaisez-vous? Mais en même temps, c'est peut-être exactement ce genre de déclic-là que ça prend dans la tête de certaines personnes Ben, pour écoute, voir que... Ouais. Si on a du temps, demain, je te reparlerai de ça. Il y a des gens qui poussent pour un MAGA démocrate, c'est-à-dire adapter la recette Donald Trump aux démocrates. C'est à la fois loufoque, mais il y a des points intéressants là-dedans. Donc, on est entre deux. Si on a le temps, demain, on se parle de ça. On fera ça absolument demain, combattre le feu par le feu. Luc, un gros merci. À demain. Une bonne journée, Alexandre.